Après Ouagadougou, Bobo Dioulasso ferme ses marchés à cause du Covid-19. 22 marchés fermés, c'est la consternation au sein des commerçants qui appellent l'autorité à revoir sa copie. Des administrations fermées ou qui fonctionnent au ralenti, le télétravail devient l'alternative. Dans ce journal, nous irons au ministère en charge des Transports où cette approche est expérimentée. Sur le plan de la recherche, l'Afrique veut apporter sa solution pour le traitement du Covid-19. La pivirine se positionne comme un espoir. Ce médicament inventé par le docteur Valentin Agon du Bénin mobilise les chercheurs burkinabés et béninois. Bonsoir et merci de nous choisir. Les chiffres du jour pour commencer. Le Burkina Faso est désormais à 246 cas confirmés de Covid-19. 24 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 2 à Zinyari et 1 à Dano. La note d'espoir, 8 nouvelles guérisons ont également été enregistrées, portant à 31 le nombre total de personnes guéries à nos jours. Porte close pour 22 marchés de la ville de Bobo Dioulasso. Conséquence du coronavirus, la mesure entrée en vigueur ce lundi s'étend jusqu'au 22 avril prochain. Ce sont des semaines de galère qui commencent pour les commerçants de Bobo Dioulasso, plongés dans le désarroi et l'incertitude. Surtout Justin Dabiré. Marché central de Bobo Dioulasso, impossible de s'approcher des différentes portes d'entrée ce lundi 30 mars 2020. Même ce passant visiblement souffrant mentalement est contraint de rebrousser chemin. Chez certains usagers, la pilule de la fermeture des marchés passe difficilement. C'est le cas de ce commerçant qui n'approuve pas la mesure prise par les autorités de la ville. Le marché est fermé, donc moi je crois que ce n'est pas une bonne chose. Parce que nous on mange dedans. Et sans le marché, on n'a rien. Il y a des gens qui viennent au marché, gagner l'argent de popote et puis retourner à la maison, donner leur femme et puis revenir. Maintenant, ils vont faire comment? C'est une question de santé. Sincèrement, c'est une question de santé. Ils ont fermé mosquée, l'église, au marché. Mais il y a des bars qui fonctionnent un jour en jour. Autre lieu, le marché des fruits et légumes. Ici également, c'est un marché vide de son monde habituel que l'on peut voir. Les portes sont closes, les éléments de la compagnie républicaine de sécurité ont élu domicile et les vendeurs dans le désarroi. Sincèrement dit, des fois, si on voit ici, ça ne nous arrange pas trop. Parce que nous, on vend des fruits ici. Il y a des fruits même qui sont restés au marché. Bon, délai là, ils ont dit que c'est le truc. C'est le 30 que ça ferme. Bon, c'est hier, c'est le 29 qu'ils ont fermé. Il y a quelques mangues même qui sont dedans ici. On n'a pas pu les faire sortir. Donc, ce n'est pas du tout simple avec nous. Il y a des femmes même qui sont sorties avec les mangues pour déposer dehors ici, pour qu'ils puissent vendre ça fini. Bon, ils sont venus les chasser. Donc, comme ça, là, sincèrement dit, ce n'est pas simple. Moi, j'aimerais qu'on les laisse vendre leurs mangues mûres. D'ici demain ou après-demain, tout le monde va rentrer. On sait que non, ils n'ont rien à gâter dans le marché. Au petit marché du secteur 21, empêchée d'avoir accès au marché, cette vendeuse de condiments a décidé d'écouler sa marchandise périssable dans ce domicile. Magasin clos, ses commerçants appellent les autorités à leur venir en aide, sans quoi, dit Alassane Congo, cette fermeture sera plus cruciale que le mal que l'on combat. Nous pensons que la mesure prise par le gouvernement est plus suicidaire que la maladie. Comment pouvez-vous fermer les marchés sans au préalable prendre des mesures pour ça? Même pas à manger, ni à boire, n'en parlons même pas du loyer à gérer, des femmes et des enfants. Il faut que le gouvernement revoie sa mesure car nous ne sommes pas du tout satisfaits. S'il peut voir avec les bailleurs pour nous exonérer sur le paiement des loyers, encore mieux s'il a du riz, l'huile, du maïs pour nous aider à tenir durant ce temps, ça allait beaucoup nous soulager. Au total, 22 marchés de Bobo Dioulasso sont concernés par la mesure de fermeture. Une fermeture qui a pris effet ce lundi 30 mars 2020. Les commerçants concernés par cette mesure lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités pour une souplesse dans l'application de cette mesure, c'est-à-dire s'installer autour des marchés pour écouler les marchandises.
Des marchés paralysés, des administrations aussi publiques ou privées, elles sont nombreuses à revoir leurs habitudes de fonctionnement. Dans certains services, les agents viennent au travail par vagues afin d'éviter les gros regroupements. D'autres, par contre, ont décidé carrément de suspendre le travail jusqu'à nouvel ordre. Mesure radicale pour contrer le coronavirus, une option qui n'est pas sans conséquence pour les usagers des services concernés. Abdoulaziz Saré. Les usagers ne sont pas du tout contents de ce qui se passe à la Direction générale des transports terrestres et maritimes ce lundi matin. Venus depuis 6 heures pour le retrait de leur carte grise, ils apprennent avec surprise la suspension des travaux dans ce centre de délivrance de documents d'automobile. Ici, aucun service minimum n'est assuré. Du bureau au guichet, tous sont fermés jusqu'à nouvel ordre, laissant ainsi les usagers à leur sort. Je suis venu pour un retrait de ma carte grise. Et puis, ils ont dit que les guichets sont fermés, que ça ne se travaille pas. Si je retourne, mon récépissé n'est pas prolongé, je n'ai pas pu retirer ma carte grise. Si je retourne sur la route, le policier peut me croiser au moins. Voilà. Le récépissé est expiré. Comme le récépissé est expiré, donc le papier n'est plus valable. Il faut forcément que j'arrange avec le policier pour pouvoir partir. En ce moment, je suis dans les pertes. En général, les populations sont dans les pertes parce que ce n'est pas moi seul, je suis venu pour un retrait. Voilà. Les lieux sont vraiment fermés. J'étais venu pour le retrait du permis de conduire. On a constaté vraiment que les lieux sont fermés. Par exemple, si tu mets le cabinet pour venir prendre ton permis et puis tu veux que les lieux sont fermés, l'information n'a pas été tellement bien passée, donc ça fait que ce n'est pas vraiment simple. Vraiment, c'est un peu complexe. Voilà. Cette suspension du travail, le ministère en charge des transports l'explique par le fait que ce service draine trop de monde. Pourtant, les rassemblements de plus de 50 personnes sont momentanément interdits pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus qui continue de faire des ravages au Burkina Faso. Vous savez, comme c'était au début, les uns et les autres, quel que soit ce que vous faites, j'avoue que c'était difficile pour nous de pouvoir respecter ces mesures édictées par le ministère de la Santé. Et donc, à notre corps défendant, nous avons décidé de suspendre carrément les activités durant une certaine période, en espérant que, au bout de cette période-là, la pandémie va reculer pour permettre quand même à l'administration de reprendre les activités comme il se doit. Outre la DGTTM, d'autres services comme l'UMOA, le SILS ou encore WaterAid ont aussi fermé leurs portes avec toujours le même objectif, briser la chaîne de transmission du coronavirus. Une situation que déplorent certains usagers qui estiment que ce n'est pas ça la solution. Ça, ce n'est pas une solution. Il faut qu'eux y revoient. Ce n'est pas une solution. La solution, c'est de poser les choses, les savons, les quoi, sur la porte pour que les gens se lavent les mains avant de rentrer. Ça, c'est une solution. Sinon, la solution, ce n'est pas la fermeture. La fermeture n'est pas une solution. Voilà. Si tu quittes loin, tu mets essence 1000 francs ou bien 1500, tu viens, on dit que ça ne travaille pas. Ce n'est pas facile. Tu laisses ton boulot, tu viens pour faire tes papiers. Ils ont donné un délai. C'est le 9 mars dernier que le Burkina Faso a enregistré ses premiers cas de coronavirus. À ce jour, le pays compte plus de 200 cas déclarés positifs contre une vingtaine de guérisons. On le voit donc, des services suspendus pour briser la chaîne de transmission du virus, mais pas que. Il y a toute une réorganisation au département des transports et de la mobilité urbaine, dont le premier responsable, Vincent Dabligou, a été testé positif au Covid-19. En plus du système de rotation, le ministère fait désormais dans le télétravail. La réunion de cabinet de ce 30 mars, vous allez le voir, est pilotée en ligne par le ministre Vincent Dabligou lui-même, confiné depuis son domicile. Abdourazak Traoré. La situation où on est terrain, on ne vous y voit. Donc nous n'avons pas de fièvre et nous avons beaucoup d'appétit. Nous sommes persuadés que nous allons, en tout cas, je peux vous rassurer que nous allons vaincre donc cette maladie. Testé positif hier au Covid-19, le ministre des Transports donne un gage de bonne santé depuis son domicile où il est en quarantaine. Il est suivi en ligne par ses plus proches collaborateurs via une plateforme numérique. Au département des Transports, des activités sont suspendues, le travail organisé par rotation, mais chaque service a un répondant. Le télétravail a bel et bien débuté à travers la réunion de cabinet de
ce lundi 30 mars. C'est bien Vincent Dabilgou qui l'a piloté. Il donne des instructions et s'inquiète de l'état d'avancement des dossiers. Comment nous allons nous organiser pour que les services puissent vraiment reprendre et puis satisfaire quand même le peu de personnes qui vont se présenter. Bon, tout le monde est confiné, on ne sait pas a priori qui est malade, qui n'est pas malade. Et donc, ça permet quand même qu'il y ait toujours ce contact-là qui soit noué toujours avec les différents collaborateurs. Et ça permet également que nous puissions continuer, comme je l'ai dit, à travailler pour assurer quand même le fonctionnement de notre service. C'est une innovation édictée depuis le Conseil des ministres. Dans les jours à venir, elle devrait être expérimentée dans les autres administrations publiques. Pour la première expérience du ministère en charge des Transports, plus d'une dizaine de personnes ont interagi. Les uns depuis leur bureau et les autres étant dans leur domicile où ils sont confinés. La plateforme, elle s'appelle Zoom. C'est une plateforme basée sur le cloud qui permet de faire des vidéoconférences. Maintenant, l'origine de l'utilisation, c'est l'autorité qui nous a proposé d'utiliser cette solution suite au Conseil du ministre. Elle marche avec les téléphones portables, les tablettes ou encore les ordinateurs. Seul hic, l'état de la connexion Internet dans les administrations publiques. Ce lundi, la plupart des travailleurs qui ont participé à la visioconférence ont utilisé leurs propres données parce que celles du ministère étaient d'une piètre qualité. C'est parce que les gens ne le savent pas, mais en réalité, le fonctionnaire burkinabé, s'il doit attendre que l'État lui donne tout pour pouvoir travailler, on ne pourra pas travailler. Donc il y a des moments où nous utilisons nos propres moyens pour pouvoir faire en sorte que l'administration marche. Et vous avez vu ce matin, la connexion Internet au niveau du ministère n'est pas tellement bonne, mais ça n'a pas empêché les uns et les autres d'utiliser justement leurs propres connexions pour faire en sorte que nous pouvons interagir avec le ministre. Et ça va être toujours comme ça. L'accessibilité des travailleurs à un réseau Internet acceptable sera le grand défi à relever dans cette nouvelle dynamique. Voilà pourquoi ici on fonde beaucoup d'espoir sur l'annonce du ministre de la fonction publique. Le professeur Seni Ouedraogo qui, dans un communiqué, a porté à la connaissance des agents qu'une réflexion sur l'adaptation de leurs conditions de travail était en cours. Nous sommes lundi, les échos de l'écho. Grosse interrogation ce soir sur les emplois dans ce contexte de Covid-19. Le Covid-19 est à craindre, mais ses conséquences économiques également. Tout se ferme et la pandémie menace de plus en plus les emplois. Si la situation d'urgence sanitaire perdurait, plusieurs entreprises pourraient adopter une politique de dégraissage des employés ou de cessation de paiement. Alors, quel avenir pour les emplois? Sujet de notre chronique éco de ce lundi et c'est signé Rémi Lambert-Nébier. Fermeture de plusieurs COMEX, arrêt dans le secteur des transports, une administration publique qui fonctionne au ralenti. Des difficultés économiques certaines se profilent à l'horizon. Après la pandémie du Covid-19, ce sera dur. Mais le plus redoutable est que cette crise peut s'installer en même temps que la pandémie. Un pic du chômage est à craindre. On va vers une crise de l'emploi, pas de l'emploi en termes de recrutement, mais en termes de chômage de ceux qui travaillent déjà. Donc, il faut que les organisations professionnelles, patronales et, j'allais dire, des travailleurs commencent à discuter, ou du moins même des sectoriels, en plus de la crise sanitaire. Si on reste dans cette situation encore quelques semaines, voire quelques mois, on va aller finalement vers une crise économique. Et celle-là risque de nous mettre par terre si on ne prend pas toutes les dispositions pour préserver notre économie, nos outils de production. Et ça passe justement par des mesures, j'allais dire, courageuses. Ça va être douloureux pour certaines personnes, mais peut-être que c'est le prix à payer pour que tout le monde survive en fait.
Plusieurs scénarios sont possibles et mettent tous l'employeur dans une situation quelque peu inconfortable. De la rotation des travailleurs à la baisse ou à la suspension de leur salaire, le Code du travail offre plusieurs possibilités à l'employeur pour faire face à la situation. Selon ce que nous on a pu lire, c'est qu'en fonction des circonstances, on appelle souvent les cas de force majeure, et en période d'épidémie, je pense qu'on n'en est pas loin. Si, par exemple, une entreprise se trouve en difficulté et que du fait de la situation, elle ne fait plus de recettes, elle n'arrive plus à vendre, son activité est bloquée, elle peut mettre ses agents en chômage technique, mais en tout en respectant les procédures. Elle peut même licencier, mais il y a des procédures à respecter pour que les droits de chacun. Vous savez que la Fédération nationale des acteurs du travail, dès qu'on a annoncé la suspension des transports passagers interurbains, ils ont libéré leur personnel et aujourd'hui ils ont suspendu le contrat. Ces mesures considérées d'ultime recours pourraient ne pas être appliquées par les employeurs si l'État venait à assumer certaines responsabilités. Vous savez que depuis longtemps, tout le monde attend les mesures du gouvernement. Peut-être que s'ils sont en laboratoire, mais le coût de tout ça, ça doit être supporté quelque part, soit par les entreprises, soit par les travailleurs, soit l'État, j'allais dire, on va dire, l'État père de famille, parce que c'est lui qui est garant de tout le monde, va essayer de voir quelles sont les mesures d'accompagnement qu'on peut mettre en œuvre pour aider les acteurs économiques. Même pour le travailleur qui va être mis, j'allais dire, en confinement pendant 3, 4, 5 semaines, s'il ne travaille pas, il a quand même besoin de ressources, il a de l'eau à payer, l'électricité à payer, le téléphone à payer. Qu'est-ce qu'on fait? Dans certains pays, on a décrété la gratuité de l'eau, de l'électricité, ou du moins la suspension des factures. On peut le faire aussi chez nous. C'est une idée qui va être discutée, qui peut être discutée et voir si c'est pertinent de le faire pour que les gens supportent moins durement les conséquences de la crise. Les propositions de l'État pour amortir les difficultés du secteur privé seront certainement annoncées dans les prochains jours. La vigilance doit également être de mise pour que des décisions abusives ne soient prises à l'encontre des employés. Même interrogation ailleurs en Europe où l'on crée même des émeutes pour des populations sans économie d'argent. Le sud de l'Italie, comme le reste du pays, fait face à la crise du coronavirus. Mais désormais, c'est une crise sociale qui menace aussi le sud de la péninsule, plus défavorisé, et où le travail au noir occupe une grosse partie de l'économie. Pour une grande partie de la population, dans la région de Naples, par exemple, pas d'aide d'État ni de protection sociale à attendre. Nous comptons aussi des millions de sans-emploi et le crime organisé qui a des liquidités, je ne dirais pas égales à celles de l'État, mais qui peut sortir l'argent beaucoup plus vite. L'État doit encore nous envoyer l'argent du chômage promis, mais pour le crime organisé, en 3 heures, c'est fait. En Sicile, la police a dû garder l'entrée de supermarchés pour empêcher des pillages. Sans aucun revenu officiel et avec un marché noir à l'arrêt, beaucoup se retrouvent sans pouvoir d'achat. Et si le confinement dure encore, les maires de plusieurs villes du Sud ont dit craindre des violences, voire des émeutes. La menace est aussi dans le secteur de la restauration au Burkina Faso, obligé de servir à emporter les restaurants à se vide de leur clientèle. Mais qu'à cela ne tienne, le plus important, c'est le respect des consignes d'hygiène pour barrer la route au coronavirus. Majid Bako. Il est 12 heures passées de 20 minutes dans ce restaurant sénégalais de Ouagadougou. Avant l'avènement du coronavirus, à pareille heure du lundi au samedi, le restaurant est bondé de monde. Ça se bouscule pour déguster les mets. Mais depuis quelques jours, les habitudes ont changé ici. À l'entrée, tous les clients doivent se désinfecter les mains avant d'avoir accès à l'intérieur du restaurant. On se conforme à la mesure gouvernementale. Les clients se font emballer les repas pour les emporter. Un peu plus loin, au restaurant Café ONU situé à Ouara 2000, le constat est le même. Impossible de manger sur place. Les plats sont uniquement emportés.
Dans l'ensemble, la mesure édictée par le gouvernement est respectée, mais cela n'est pas sans conséquence sur la clientèle. Avec les clients, on a des difficultés. Il y a une partie des clients, c'est-à-dire la plus grande partie, appellent parfois avant d'arriver. Donc dès qu'ils viennent, leurs repas sont prêts, ils partent avec. Et il y a certains qui arrivent, quand on leur dit qu'ils ne peuvent pas manger sur place, ils préfèrent repartir. Ils insistent pour manger sur place et nous on n'accepte pas. Pour cela, le client repart et bon, ça a des répercussions sur nos ventes. Avant là, on pouvait préparer des sacs par jour, des sacs de 50 kilos par jour. Donc maintenant, si on prépare même 25 kilos, même ça ne finit pas. Une clientèle de plus en plus rare, alors certains restaurants sont contraints de revoir le menu proposé. D'habitude, on fait 15 à 20 plats différents. Mais là, on a réduit à 10. Et au fur et à mesure qu'il n'y a pas la viande de mouton ou de bœuf ou de poisson, mais écoutez, on va réduire, on va enlever du menu. Cette mesure affecte également les contrats des employés des restaurants. On essaie comme on peut de s'organiser avec les employés. J'ai organisé un chômage partiel, c'est-à-dire j'ai divisé le personnel en deux et on fait un jour sur deux pour chacun. Un groupe qui vient aujourd'hui se repose demain et l'autre monte pour qu'on puisse s'en sortir. Parce qu'elles sont toutes des femmes mariées. Chacune soutient son foyer avec son petit salaire. En ce qui concerne les employés, nous avons mis en congé la plus grande partie des employés parce qu'on ne travaille presque pas. Donc pour les quelques plats emportés que nous faisons, nous avons gardé juste une équipe restreinte. Bon, si ça continue comme ça, les semaines à venir, on va peut-être fermer parce que bon, ça va être compliqué. Situation difficile certes, mais les responsables des restaurants n'en veulent pas au gouvernement pour cette mesure. Ils le savent, c'est une question de vie ou de mort. C'est pour des raisons de santé, donc on l'accepte avec beaucoup de philosophie. C'est une très bonne chose. C'est une bonne décision vu la pandémie qui ravage tout le monde entier. Et l'hygiène aussi, je pense que c'est important. Ces victimes économiques du coronavirus espèrent tout de même un accompagnement de l'État pour tenir face à la situation. La solution définitive sera le remède et en la matière, deux espoirs actuellement pour le Burkina Faso. Les chercheurs travaillent sur deux essais cliniques, sur la chloroquine et sur l'apivirine. Ce phytomédicament pourrait être la contribution de l'Afrique au traitement du Covid-19. Le remède endogène zoom ce soir sur ce médicament qui mobilise chercheurs burkinabés et béninois. C'est avec Arsène Konitamde. Aux côtés de la chloroquine, l'apivirine est l'autre médicament star pouvant contribuer à la lutte contre le Covid-19. Ce phytomédicament était jusqu'ici utilisé comme un antirétroviral par les patients vivant avec le VIH. Il a la particularité d'être la trouvaille d'un chercheur béninois, le docteur Valentin Agon. Tout est parti des résultats encourageants obtenus après administration de ce produit à des personnes infectées par le nouveau coronavirus. Et il y a eu ce qu'on appelle l'évidence ethnomédicale, c'est-à-dire le promoteur a suivi des patients qui étaient PV-VIH. Donc depuis 2000, au Burkina ici, ils prennent donc ce produit pour donc remonter leur immunité. Et il a également donné ce produit à des patients qui souffrent donc du Covid-19 et qui ont, entre griffes, recouvré leur santé. Donc voilà les raisons majeures qui nous amènent à nous dire que ça peut être un produit salutaire. C'est sur la base des résultats du docteur Valentin Agon que le Burkina Faso et le Bénin initient des essais cliniques conjoints. Les protocoles ont été soumis au Comité national d'éthique et ses conclusions sont attendues dans quelques jours. Bon, pour le traitement, il est prévu un traitement de 14 jours. Alors, ça suppose que si on arrive à avoir donc l'autorisation d'ici la fin de la semaine prochaine, alors on n'a que 2 semaines pour vraiment déjà tirer des conclusions partielles déjà. Et on peut déjà penser que le produit peut être utilisé en attendant. Oui. Donc 2 semaines doivent suffire. Les essais cliniques vont être coordonnés par le professeur Martial Ouedraogo, l'investigateur principal et ses équipes. 32 malades vont être soumis à cet essai à l'apivirine.
Un travail qui va se faire dans les règles de l'art, dit-on, en tenant compte de certains critères. Il y a des critères d'exclusion. Si par exemple vous avez une déficience immunitaire, si vous êtes une femme enceinte par exemple, donc c'est des critères par exemple où vous ne pouvez pas être retenu dans l'essai clinique. Donc il y a des critères propres à l'essai clinique et même si vous avez un cas sévère et que vous êtes dans cette catégorie, on ne vous retiendra pas. Habituellement, les procédures de validation d'un traitement sont longues. Mais pour les médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle, l'Organisation mondiale de la santé a allégé les conditions. Ce n'est pas comme les médicaments modernes, c'est vraiment une procédure et un protocole allégé. Ça fait que justement, par exemple, la taille de l'échantillon, pour une phase 3, on demande à peu près 60 malades. Donc vous voyez que déjà, nous sommes dans une fourchette, contrairement à 800 si c'est une autre phase, les médicaments modernes. Donc ça fait que quelque part, on suit toujours dans les règles, et le comité d'éthique tient toujours aux règles de l'OMS. L'apivirine, pour certains, est la preuve que les Africains sont capables de trouver des solutions endogènes pour freiner la propagation du coronavirus. Si les essais cliniques venaient à être concluants, la prochaine étape sera la production massive de ce produit qui suscite l'espoir. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur notre chaîne à 20h15. Le JT en langue nationale Mori avec Sandrine Zougouri. 21h, le plan de sport avec John William Somda. Bonsoir chez vous.